Aujourd'hui, je vous emmène le long du Loir, à la découverte de Vendôme, dans le Loir-et-Cher. D'elle, on connaît sûrement l'histoire de Ronsard ou de Balzac, mais vous allez voir que les personnages contemporains sont tout aussi passionnants. À la porte du Perche et de la Petite Beauce, en route pour Vendôme et ses studios de cinéma. Si. Chez Cyclic Animation, on croise de minuscules acteurs en résine, des réalisateurs concentrés et des films d'animation en fabrication. Carole nous ouvrira les portes de sa maison d'hôte, un véritable petit écrin au bord du Loir. Guillaume, restaurateur passionné, et Ariane, vigneronne engagée, ont décidé ensemble de renouer avec une ancienne tradition, la fabrication du champagne de poire. Au petit matin, je rejoindrai lors de son entraînement quotidien Ludovic Chorgnon, dit Ludo le Fou, inscrit au Guinness Book des records. J'ai juste envie d'être, surtout pas un modèle, mais juste une étincelle pour que les gens se disent « Ah oui, ting, on met le feu, moi aussi ». Mais pour commencer, on remonte un peu le temps et une bonne volée de marche avec Valérie, en charge du label Art et Histoire. Elle nous emmène dans l'abbaye de la Trinité, un monument phare de la ville qui a traversé les siècles et autant d'histoires avec elle. Quand on se balade là et qu'on regarde un peu autour de nous, on se dit qu'on est quand même dans un monument qui paraît surdimensionné par rapport à la taille de Vendôme. C'est un peu dingue, hein ? Oui, en effet, c'est plutôt inhabituel d'avoir une église de cette taille. C'est parce que les abbés de l'époque qui ont décidé en fait la construction de cette église abbatiale étaient vraiment très ambitieux. Et ils ont eu tout de suite, dès le XIe siècle, au moment de la fondation, l'ambition de faire une église puissante. Et tout de suite, l'église a été en fait dirigée par des abbés qui étaient cardinaux. Et les abbés bénédictins qui sont venus ici ne dépendaient que du Vatican et n'avaient même pas de compte à rendre quasiment au compte local. On n'est quand même pas dans une église classique. Elle a la taille d'une cathédrale, mais on est dans une église abbatiale. C'est-à-dire que les fidèles viennent ici, mais il y a une clôture qui ferme et un espace réservé aux moines, les stalles, où ils venaient prier régulièrement. Et on peut aller jeter un œil de plus près ? Allons-y. On est dans l'espace le plus sacré en fait de l'église abbatiale. Il venait là derrière ? Tout à fait. On a le droit d'aller là ? Oui, là exceptionnellement oui. Bon, alors, je te passe devant. Donc là, on imagine dans cet espace des moines. Tout à fait. Tous en aube, en robe de bure. En robe de bure, tout à fait. C'était ça. C'est ça. Et qui se mettent là dans ce... Comment ça fonctionne, hein ? En fait, là, on est sur la position haute du siège. Ah. Et cet espace, cette petite tablette s'appelle une miséricorde. C'est-à-dire que le moine on était moine toute sa vie. Donc on pouvait en fait faire miséricorde en s'appuyant, lorsqu'on était un peu âgé, en s'appuyant légèrement. Du coup, effectivement, l'entourage, un peu caché avec la robe de bure, avait le sentiment qu'on était debout. Qu'on était debout et que l'office se passait naturellement. Voilà. Alors ça, c'est la position haute. Donc ça veut dire qu'il y a une position basse ? Oui, la position basse, il suffit de rabattre. Ok. Voilà. Oh, ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, elle. Un petit peu poussiéreuse. Voilà. Donc on rabat et en fait... on se retrouve confortablement assis dans un siège et on est ici en fait prêt à se concentrer sur la prière. J'ai cette étrange impression d'être un peu sur le balcon de la façade. Hein. Oui. Et qu'on est au centre de l'abbaye, là. C'est ça, on est au...
On est tout à fait au cœur de la ville et là, on est au niveau de la façade, sur la dernière enveloppe de la façade. C'est une façade gothique flamboyante, terminée au début du XVIe siècle et sur un chantier de reconstruction qui a repris à partir du XIIIe. On en profite maintenant en touriste, mais il est vrai que c'est un véritable balcon et un belvédère exceptionnel sur l'abbaye et sur la ville. Pour mieux comprendre cette abbaye et sa place prépondérante dans la ville, Valérie me guide dans le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, installé dans l'ancien cloître. Là, on est dans un bâtiment rénové, ça fait à peu près 2 ans qu'il est en service, je crois. Et la vocation de ce centre d'interprétation, c'est quoi exactement? C'est faire comprendre la ville, son passé, son histoire, comment elle est actuellement et pourquoi elle est comme ça. Et donc, on a des outils d'interprétation aussi pour cela. Comme cette grande table. Hein. C'est ça. Et là, en fait, en quelques doigts, au bout des doigts, on comprend, en fait, là, on a une vision de la ville aujourd'hui. Au XIIe siècle, en fait, la ville était beaucoup plus petite. Oui. Juste aux origines, en fait, on voit bien la ville avec ce résumé au château et à l'abbaye, avec l'église Saint-Martin à son pied, au pied du coteau, avec quelques bords du Loir. Et puis, au XVIe siècle, allons-y, nous partons en fait vers une découverte de la ville une fois qu'elle est fortifiée. C'est-à-dire, elle a été fortifiée au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, et le Loir a servi, en effet, de défense naturelle. Ah, ben là, c'est flagrant. Allez, 2013. Partons pour 2013. Ouais. Tout petit peu de densification urbaine, à peine. Voilà. Là, on a mis en volume, en effet. Cette abbaye, en fait, on voit qu'elle est encore très présente dans la ville et qu'elle fait, pour le quart du centre-ville, vraiment une place très importante. On voit qu'elle a été très puissante, en fait. Économiquement, qu'est-ce qui a fait aussi qu'elle a beaucoup attiré ? Alors, en fait, Vendôme, quand l'abbaye s'est installée, c'est un peu aussi une étape sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pour être une étape incontournable, il faut avoir le petit plus. Oui. Alors, Chartres avait l'habit de la Vierge, en fait, le voile de la Vierge, comme relique exceptionnelle. Juste après Vendôme, il y avait Tours avec Saint-Martin, et la relique de Saint-Martin. Et à Vendôme, on avait une relique particulièrement exceptionnelle, c'était la Sainte Larme du Christ, enchâssée dans un cristal. Alors, on a quelques éléments, je vais te montrer en fait quelques éléments qui parlent de des témoignages en fait de cette Sainte Larme. C'était en fait une Sainte Larme que le Christ aurait versée en voyant son ami Lazare mort. Il pleure et un ange récupère la larme, récupère les larmes et les confie à Marie de Béthanie. La sœur de Lazare. C'est une larme en fait qui va revenir de Constantinople au XIe siècle avec Geoffroy Martel. Et en fait, elle va être vénérée et source de pèlerinage et va guérir, paraît-il, des maladies des yeux. Et il y aura plusieurs miracles constatés au XIIe, au XVIIe. On la sortira même, les Vendômois la sortiront même, après par extension, pour faire venir la pluie. Donc là, après, ça commence à avoir un pouvoir encore au-delà de l'alarme. Entre mythes et légendes, personne ne saura vraiment la vérité sur cette larme. Quoi qu'il en soit, Vendôme a su prospérer et bâtir une cité forte. Cette larme célèbre a même été déclinée en confiserie. À Vendôme, il y a des spécialités gourmandes. Alors, il y a les carrés ronsards, les friandises balsaciennes, où il y a encore la Sainte Larme, qui est une manière de rendre hommage à cette croyance qui a fait de Vendôme une ville célèbre il y a quelques années. Alors, c'est quoi cette Sainte Larme? C'est cette petite chose blanche. Du chocolat, du praliné, du beurre, un peu de sucre, le tout trempé dans un sucre royal, autrement dit une meringue légère. C'est délicieux. J'en prends 2. Vendôme, ce n'est pas juste une belle abbaye ou de belles maisons à pans de bois.
Cette ville a su évoluer avec son temps en devenant un point fort de l'animation cinématographique grâce à Cyclic. Installé dans d'anciennes écuries, c'est un fantastique équipement culturel dédié au cinéma d'animation et c'est inédit en France. C'est quand même assez inattendu d'avoir un lieu comme Cyclic ici à Vendôme, en même temps qu'accueil du public, et puis aussi des réalisateurs, des créateurs de cinéma d'animation. Tout ça ici. Oui, c'était un peu le point de départ. Quand on est arrivé à Vendôme, c'était vraiment de pouvoir ouvrir la résidence sur l'extérieur. Ne pas avoir un lieu clos où les réalisateurs travaillent leurs films et personne ne sait ce qu'ils font, mais vraiment d'avoir un échange entre le public et les réalisateurs en résidence. Ça veut dire qu'il y a donc une salle de projection où on peut voir les films qui sont fabriqués dans ce type de studio. Voilà, c'est ça. On a une salle de projection, une salle d'exposition, donc ça nous permet, à peu près une fois par semaine, de montrer des films d'animation, pas forcément uniquement ceux qui sont faits ici, mais de pouvoir permettre au public de découvrir ce que c'est que l'animation et de découvrir aussi les secrets de fabrication d'un film d'animation. Alors ça, c'est la partie, on va dire, publique, hein, la salle de projection, les expos, et puis là, derrière cette porte, hein, ça, c'est vraiment là que se passe toute l'élaboration du travail, hein, et où le public n'a pas le droit d'aller habituellement. Non, le public... Mais où nous, on va aller. Eric, Okay. vous allez nous ouvrir la porte et m'expliquer tout ça? Très bien. On parle toujours de cinéma d'animation, mais en fait, on devrait parler des cinémas, parce qu'il y a plein de techniques et plein de films différents au final, non? Le grand public connaît surtout les films en 3D, comme ce qui est fait chez Disney ou Pixar, mais ici, on travaille toutes les autres techniques. Donc, dans cette salle, les animateurs travaillent sur l'animation 2D, donc le dessin sur papier ou dessin sur ordinateur. C'est ce que fait Clémentine? C'est ce que fait Clémentine, voilà. Donc, elle est en train d'animer un plan. Ouais. Et elle va nous expliquer ce qu'elle est en train de du faire. bleu, du rouge, du noir, et tout ça, ça a de l'importance, ces couleurs-là. Exactement, parce qu'en fait, moi, je suis intervalliste et donc je fais les dessins intermédiaires entre les dessins qui sont faits par les animateurs et qui, en fait, dessinent le mouvement principal du personnage. Donc, je mets ce qui est bleu, c'est le dessin d'avant, ce qui est rouge, c'est le dessin d'après, et moi, je dessine le dessin intermédiaire. Ça, c'est une première technique, hein, et celle qu'on a en tête pour beaucoup d'entre nous qui sommes des néophytes. Hein, c'est ce qu'on appelle le stop motion, c'est ça? Oui, c'est ça. Et ça se passe où? Et ça, c'est dans l'autre partie du bâtiment. Vous m'emmenez voir? On y va. Ok. Cyclic Animation peut accueillir près de 10 projets en même temps en fonction des techniques de réalisation. Ici, des équipes du monde entier échangent et créent les films de demain. Sur un des plateaux de tournage, Denis s'affaire pour tourner sa prochaine scène. On est vraiment sur un plateau de cinéma, là. Hein? Voilà. Et donc là, on a Denis, qui est réalisateur, qui est en résidence depuis 4 mois. Bonjour. Bonjour. C'est la fabrication, hein. Je sens le réalisateur concentré sur son plan. Oui, c'est l'installation, c'est-à-dire qu'on commence à mettre en place les éléments avec le décor. Tout ça a été jusqu'à présent séparé. On a fabriqué les décors d'un côté, les personnages de l'autre, les accessoires de l'autre. Et c'est le moment où on assemble. Et c'est là qu'on découvre si ça va ou si ça ne va pas, et on doit composer le cadre. Là, on est vraiment dans la technique du stop motion. Oui. Comment on peut la déterminer, l'expliquer, cette technique de ciné d'animation? C'est une technique très ancienne. Hein. C'est une technique qui fait appel au fait qu'on puisse filmer image par image, exactement comme pour le dessin animé. Donc là, on va faire un plan? Là, on va préparer un plan, on va le cadrer. Et ensuite, la caméra, elle va être où, alors? Elle va être à votre place. Comme ça? Elle va être à votre place. On est ici, on voit l'arrière du camion, un peu de sa perspective. Et on va voir le fils ici qui est posé. Donc il est dans les airs, hein. Il n'a pas de jambes, il est dans les airs. Okay. Et en fait, le principe de la stop motion, c'est qu'on puisse animer les personnages image par image. Donc là, par exemple, on peut faire une image et ensuite on revient, on fait ça, on refait une image, ainsi de suite. On fait à chaque fois, en fait, en réalité, la plupart du temps, on prend 2 images à la fois, donc on doit le faire bouger comme je viens de le faire une douzaine de fois pour faire 1 seconde de film. C'est un métier de passion, c'est un peu quand même, hein? Oui, alors ça donne, disons que ça donne un autre rapport au temps, disons. Ouais. Voilà. C'est-à-dire quand on a une bonne journée de travail, on a fait 4 secondes
4 secondes de film ou 5 secondes. Donc effectivement, ça relativise un petit peu nos existences. Bon, eh ben, on s'éclipse et puis on tourne la scène. Hein. Eh ben voilà, on va se mettre au travail. Exactement. Génial, merci. J'adore, merci. Sur les hauteurs de la ville dominent les vestiges du château et de sa collégiale Saint-Georges. Classé monument historique, il offre un point de vue exceptionnel sur toute la vallée. L'enceinte médiévale, dont les murs sont encore en partie visibles, date du XIIe siècle. Dans la vallée, et suivant le Loir, on arrive sur l'unique maison d'hôte de la ville. Une petite maison de poupée, rénovée avec goût par Carole. Bonjour Carole. Hein. Bonjour Sylvie. J'enlève mon manteau, c'est super chaleureux ici. Bah, j'ai essayé, oui. J'ai essayé de garder ça, l'âme de la maison quand même. Ouais, avec, pas que la température, mais toute l'ambiance, la lumière, le côté cosy. Merci, merci. C'était vraiment le but en fait de cette maison. Parce que quand on l'a achetée, c'est une maison de vacances. Ouais. On habitait en Asie à l'époque, donc c'était pas du tout le même climat, pas du tout la même ambiance. Et quand on a trouvé cette maison qui était pas du tout comme ça, on l'a refaite. Moi, je suis architecte d'intérieur, donc c'était un projet assez excitant. Et on a voulu garder cette âme un petit peu campagnarde, l'âme de la maison qui a à peu près 200 ans, et lui laisser comme ça une chaleur pour que ce soit vraiment très convivial pour les amis, la famille qui passe avant de faire chambre d'hôte, puisque c'était pas destiné à le faire. J'imagine que du coup, ton métier d'architecte d'intérieur t'a carrément aidé dans la manière de penser, d'organiser. Quand t'es arrivé, tu t'es dit, ouais, je vois ça, comme ça, tout de suite. Oui, j'ai eu la vision tout de suite quand je suis arrivée, parce que le problème, c'était qu'il y avait un long couloir ici, Ouais. et puis il y avait 2 pièces assez sordides, et là où il y a une extension, il y avait une cage d'escalier, en fait, qu'on appelait la verrue. Ça devait être un peu sombre, du coup. C'était très sombre, c'était très triste, c'était très laid. Et voilà, la seule chose qui nous a plu, c'était évidemment les solives qui étaient là, qui représentaient la maison. Ouais. Et puis évidemment le jardin qui donnait sur le Loir. C'est vraiment, et la proximité du centre-ville. C'était les 3 critères qui ont fait que vraiment on a craqué pour cette maison, mais on savait qu'elle avait un potentiel, mais on savait que ça demandait beaucoup de travail, parce que j'ai fait pratiquement 18 mois de travaux. Hein. Alors en plusieurs phases. Et ça, on peut jeter un œil? Oui, bien sûr. Une... Alors ça, c'est la dernière... un salon d'hiver? Oui, ça c'est l'extension qu'on a fait récemment. C'est le dernier bébé de la maison. Et on voulait vraiment avoir un salon qui soit pas loin de la cuisine, de façon à ce que nos hôtes puissent être tranquillou ici pendant que moi, je prépare les petits mets. Et puis, évidemment, pas loin du jardin et avoir un accès, surtout l'été, ici, c'est ouvert tout le temps. Donc on est vraiment, on est bien et on est de plein pied. Mais quand tu dis c'était déjà pensé dès le départ, est-ce que c'est la même chose pour cette activité de chambre d'hôte? Dès le départ, tu voulais en faire une maison d'hôte? Pas du tout, pas du tout. C'était vraiment une maison de vacances. On habitait en Asie. On venait l'été, on voulait que nos filles puissent un petit peu profiter de la France. Et puis bon, on a craqué pour cette maison, mais mes filles sont grandes maintenant. J'en ai une à New York, une à Paris. Et elles m'ont dit, bah, maman, tu sais, pourquoi tu ferais pas un peu chambre d'hôte ou je dis, bah, peut-être, pourquoi pas. Et j'ai commencé comme ça et on a eu vraiment beaucoup de succès. On a des gens merveilleux qui viennent de partout de France et d'ailleurs, beaucoup d'étrangers. Bah écoute, tu vois, moi je me dis là, au réveil, le matin, un petit tour dans le jardin sur le bord de la rivière, ça doit pas être mal. C'est une vue de dingue. Hein, ouais, c'est super mignon en fait. Alors c'est vraiment un petit peu un jardin qui est en proportion par rapport à la maison, puisque moi j'appelle ça un petit peu une maison de poupée ici. Le jardin est petit, mais il est en espalier, il arrive au bord du Loir et là il y a une vue assez extraordinaire. Et c'est une voie navigable, ça nous a fait craquer. C'est complètement navigable, oui. Nous on doit entretenir notre moitié de Loire, mais on peut naviguer en barque, à la rame ou au moteur électrique. Tu te sens de ramer là, tu te rends? Oh ben ça va nous réchauffer. Parce on enfile un truc et on va se faire un petit tour. Avec plaisir, avec plaisir. Allez, zoom. Mais on met un chapeau, un bonnet, un tout ça, les trucs qui tiennent chaud quoi. C'est pas mal de pouvoir prendre son temps. Alors je vous emmène maintenant partager l'aventure qu'ont tenté ensemble une vigneronne fraîchement installée et un restaurateur complètement amoureux de sa région. Ils ont décidé de recréer du champagne de poire. Il suffit de sortir de Vendôme pour voir le paysage se transformer. En bord de chemin, le promeneur pourra passer sans le savoir à côté de poiriers hauts de parfois 15 mètres. Ces arbres, greffés pour certains avant la Révolution française, produisent des fruits durs, a priori inaptes à la consommation. Pourtant, ces poires spécifiques à ce territoire sont des trésors pour qui sait s'en servir. Guillaume, restaurateur passionné, et Ariane, vigneronne engagée, ont décidé ensemble de renouer avec une ancienne tradition, la fabrication du champagne de poire. Les poires se ramassent une fois tombées à terre et surtout après les premières gelées.
Légèrement confites, elles sont broyées puis pressées pendant 4 heures. Au mieux rapprocher, oui. Bon, non, mais on va faire un essai, on va voir. Les premières. L'idée, c'était vraiment de remettre à jour quelque chose qui existait déjà. Et ça va complètement dans ma ligne de ma philosophie de travailler mes vignes comme les grands-pères, de travailler donc avec le cheval, de faire du labour, de presser mes raisins, pas faire de l'œnologie, mais essayer de faire du vin avec juste du jus de raisin. Et là, bon, on va essayer de faire du poiré avec du jus de poire. Mais des poires spécifiques, la poire de loup que je découvre. On sent qu'il y a toute une structure et une aromatique qui fait que derrière, avec l'expérience de goûter des jus de raisin et de voir la finalité en vin, là je vois déjà un petit peu le profil que ça va donner. Si ça part, ça va être vraiment très, très joli, très délicat. Et qu'en effet, on pourra mettre ça sur des plats. L'idée de refaire du champagne, comme les anciens le faisaient, vient de Guillaume, qui rêvait de pouvoir en proposer un jour dans son restaurant. Ça promet. Oui, ça promet. Après, tu vois les amers qu'il y a en finale. Ouais. Donc ça, c'est dû à la peau. Si la poire de loup se dégustera bientôt en Champagne, la poire de Chagrier, elle, se savoure déjà en dessert. Et la poire de crapaud se transforme parfois en un charmant vinaigre dans les plats de Guillaume. C'est à l'image d'un territoire qui est bouillonnant, quoi, qui est le territoire que je connais ici. C'est on est plusieurs jeunes à s'installer en même temps dans des domaines très différents, mais en même temps qui sont extrêmement complémentaires. Et on est tous convaincus qu'il y a vraiment un terreau fertile pour pouvoir développer des choses et qui sont typiques de chez nous, qui sont très ancrées depuis des siècles ici. Et il y a juste en fait à faire ça pour pouvoir le réveiller, c'est génial. Au petit matin, dans la campagne vendômoise, j'ai rendez-vous avec Ludovic, dit Ludo le fou. Sa devise ? On a pour limite celle que l'on accepte. Ce fou des défis a déjà commencé son entraînement quotidien et pourtant il fait très froid. Ça va Ludo? Salut le chien. Salut Sylvie. Mais il fait froid. Mais non, il fait bon. Bon avec plein de soleil. C'est ton terrain de jeu ici. C'est un de mes terrains de jeu, ouais. Tu te lances toujours des défis incroyables. Il y a eu ce défi des 41 triathlons. C'est les 41 Ironman en 41 jours, donc c'était un record du monde. Enfin, c'était juste quadruplé l'ancien record du monde, qui était de 10 en 10 jours. C'est un triathlon, donc avec 3 sports, 3 km 8 de natation, on enchaîne avec 180 km de vélo, et on termine par un marathon, donc 42 km et 195 mètres de course à pied. C'est quoi ton prochain défi ? Alors mon prochain défi, c'est sur le cercle polaire, et je vais courir 150 km en autosuffisance par moins 30 à moins 40 degrés environ. Pourquoi tu fais tout ça ? Personnellement, parce que ça me fait du bien, il n'y a pas de mal à faire du bien. Et puis ensuite, parce que je me nourris depuis toujours de challenges, pas forcément sportifs d'ailleurs, que ce soit professionnel, associatif. Voilà, ça fait partie de mon ADN. On dit que c'est tout dans le mental, hein, c'est vrai ? C'est jamais tout, c'est ni tout blanc ni tout noir, donc c'est jamais tout dans le mental. Par contre, le mental, c'est évidemment primordial, c'est indispensable. Je pense que pour faire simple et démystifier le sujet, c'est que le mental, c'est donner du sens aux choses, savoir pourquoi on va aller chercher quelque chose. Et à partir du moment où on sait pourquoi on va aller chercher quelque chose, on n'hésite plus à faire l'effort. Tu es originaire de la Loire, tu es arrivé ici, je crois, il y a une vingtaine d'années. Dans tous tes défis, tu essayes toujours de faire participer ta région, Loir-et-Cher, Vendôme. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai joué Bienvenue chez Echti. C'est-à-dire que pourquoi ? Ici, pour moi, c'était le pôle Nord. T'as pleuré quand t'es arrivé ? D'où je venais, je me disais, tu viens pour le boulot, tu restes 3 ans, et puis après, tu redescends vite vers Valence ou Grenoble ou je sais pas où. Et puis, j'ai découvert un territoire au sens large, donc l'environnement et encore plus des gens absolument formidables. Et j'ai
aucune envie de partir d'ici. J'ai cherché comment j'étais à ma mesure capable de rendre tout ce qu'on m'avait apporté. Donc j'essaye d'associer un petit peu mes défis sportifs à cette notion de territoire et d'engagement collectif et de réussite collective, parce que tout le monde peut le faire ici. Donc voilà, j'ai juste envie d'être surtout pas un modèle, mais juste une étincelle pour que les gens se disent « Ah oui, ting, on met le feu et moi aussi. » Un coup d'envoi, super. Allez, je te regarde, on y va? Allez, go. Moi je marche derrière, tranquille. Hein. Et puis toi tu runs. Ouais. Allez Ludo, hop, vas-y jackpot, je vous regarde les gars.